Bonjour et bienvenue sur ce web séminaire. On va donc commencer la présentation et l'objectif est donc de vous montrer un petit peu comment Ansible et le nouveau Ansible vont vous permettre de gérer et d'automatiser un petit peu la gestion de votre infrastructure. Erwin, qui est un de nos consultants et experts sur la technologie Ansible, va vous faire une présentation, une démonstration un peu technique de cette technologie. Juste avant de rentrer dans le sujet, je vais présenter pour ceux d'entre vous qui ne nous connaissent pas ou qui n'ont pas suivi les autres web séminaires un petit peu Startix, qui on est, ce qu'on fait et comment on peut vous aider et vous accompagner sur ces différentes technologies. Donc Startix, nous, on intervient, je vais être assez bref, hein, je vais essayer de faire tenir ça en 5-10 minutes de manière à ce qu'on puisse vraiment se concentrer sur la technologie, mais un certain nombre d'entre vous ne nous connaissent pas. Et il faut savoir qu'on est donc un partenaire établi depuis 15 ans en France sur toutes les technologies qui sont open source, mais de niveau entreprise. On a un partenariat historique très fort avec Red Hat, mais on a élargi ce partenaire également vers d'autres entreprises qui sont sur le même ADN, open source, et avec une valeur ajoutée de support et de certification, notamment Couchbase, Puppet, et plus récemment Docker. On intervient également dans le cloud public avec Amazon et Google, mais là, c'est sur une autre partie de notre activité. Donc, on est et on a bâti des partenariats avec des leaders technologiques qui sont capables d'offrir à la fois du support, du support, des souscriptions qui vous apportent un service, de la formation et également la mise en place des technologies en respectant les bonnes pratiques avec du consulting ou des intervenants et des ingénieurs qui sont capables de mettre en place des solutions en respectant les bonnes pratiques. Donc nous, on existe depuis 2003, Startix, et on s'est créé à l'origine avec un partenariat fort avec Red Hat, même le premier partenariat historique en France. Mais on a su évoluer au fur et à mesure vers d'autres technologies et on représente maintenant un portefeuille de partenaires et d'activités qui nous permet de vous fournir des solutions aussi bien sur tout ce qui concerne l'infrastructure, mais également la gestion des données ou des applications avec JBoss, avec Couchbase et avec les containers maintenant. On a une croissance qui est assez forte et depuis, sur les 3 dernières années, on a eu plusieurs certifications ou approbations de la part de Red Hat sur la qualité du travail qu'on a fourni avec eux. On intervient sur 3 domaines de compétences. L'expertise avec des consultants, et Erwin en est un majeur sur la partie transformation digitale, donc tout ce qui est automatisation et infrastructure as a service et cloud hybride avec Cloudforms, mais également sur la partie formation et la partie support avec des partenaires comme Red Hat qui sont capables de vous accompagner sur le suivi à l'année de la mise en place de vos applications. La formation représente, et beaucoup d'entre vous nous connaissent par le biais de la formation, puisqu'on est le centre officiel de formation à la fois Red Hat, mais également Couchbase et Puppet en France. Et on est capable de délivrer à peu près des formations pour à peu près 1000 étudiants par an, ce qui représente le volume d'étudiants qui passent par notre centre de formation sur l'année 2018. Et ça nous permet de répondre à plusieurs problématiques et la plupart des clients qui font appel à nous viennent vers nous pour des sujets d'automatisation. Et ce sera l'objectif de ce web séminaire, c'est de vous montrer comment, avec Ansible, on est capable d'apporter des réponses à ces problématiques, mais on est également capable de les adresser avec Puppet et avec une combinaison de ces 2 technologies. Mais on a également des clients qui viennent vers nous pour le traitement ou trouver des solutions leur permettant d'encaisser leurs charges de données et les nouvelles charges de données issues des applications mobiles et de la transformation digitale. Donc, c'est notamment les solutions Couchbase, mais également Ceph dans le monde Red Hat, qui vont permettre d'apporter des solutions ou des réponses aux problématiques de big data que nous présentent nos clients. Mais ça va être également des problématiques de mise en place de plateformes as a service
de gestion d'infrastructure et de gestion d'un cloud hybride et la possibilité de gérer la transition vers un cloud privé et un cloud public de la manière la plus simple et la plus intuitive possible. Bon, je vous passe les quelques références qu'on a, mais sachez qu'on intervient sur la plupart des intervenants du CAC 40, aussi bien en termes de formation que de prestations de services. Et une grande partie de nos clients sont comme d'ailleurs une bonne partie de l'audience et des personnes qui sont présentes à ce web séminaire, des entreprises, des universités, des entreprises moyennes, de moyenne taille, mais qui sont intéressées par les sujets de transformation digitale. Je vais maintenant laisser la main à Erwin qui va vous présenter la partie Ansible Tower, comment fonctionne cette offre et puis comment on peut l'utiliser dans le cadre d'une démo. Bonjour Chris, merci. Merci, donc je reprends la main pour discuter donc de Tower. Donc c'est le sujet du jour. Quelques mots autour d'Ansible, de Tower et une petite démo pour terminer. Donc pour commencer, quelques informations autour d'Ansible, parce qu'avant de parler de Tower, c'est quand même important de resituer un petit peu ce que c'est qu'Ansible et à quoi ça sert. Donc en quelques mots, Ansible, c'est d'abord un outil d'automatisation qu'on appelle chez Red Hat l'Ansible Engine, donc le moteur d'automatisation. Mais Ansible, c'est également un langage simple d'automatisation, plus communément appelé les playbooks. Donc ça va permettre dans une entreprise de faire du déploiement à petite et aussi à grande échelle, de faire de la gestion de configuration, config management, de l'orchestration, du provisioning, différentes choses que vous pourrez faire avec Ansible. Il est réputé pour être de type agentless, c'est-à-dire qu'il n'a pas besoin d'agents, contrairement à d'autres outils d'automatisation ou même d'outils d'administration utilisés au sein des entreprises, qui peut représenter un gros avantage, le fait d'être agentless. Donc, il se base principalement sur SSH dans le monde Linux et sur WinRM dans le monde Windows. Ce que va amener ce genre d'outil, ça va vous permettre de travailler de manière idempotente. Ça veut dire, au lieu d'écrire un script pour déclencher les actions, par exemple installer un paquet RPM, configurer un service, implémenter une règle de firewall, au lieu de mettre tout ça sous forme de script shell, vous allez spécifier l'état désiré de votre serveur. Et c'est donc en écrivant votre playbook. Et le moteur d'automatisation va l'interpréter et du coup va réaliser les actions qui doivent être déclenchées pour atteindre cet état désiré. Du coup, quel que soit l'état initial, quand vous exécuterez un playbook Ansible, le résultat final sera toujours le même. Donc ce concept d'idempotente est très important et très intéressant pour beaucoup d'entreprises. Ansible met à disposition de nombreux modules développés le plus souvent en Python qui justement vous permettre de vous aider dans l'implémentation de vos use cases. Donc ces modules sont là pour communiquer avec des systèmes, donc Linux, Windows, mais aussi des équipements réseau, des firewalls, des providers type de virtualisation, mais aussi de cloud, donc VMware, RHV, AWS, etc. Mais aussi également de configurer complètement des middleware, des serveurs de base de données, ce genre de choses. Donc, grâce à tous ces modules qui sont du code Python libre que vous pouvez aussi vous-même compléter, développer from scratch, donc à partir du langage Python. Donc, l'architecture d'Ansible, pour rappel, je pense que beaucoup d'entre vous doivent déjà connaître ça, mais simplement avant de parler de Tower, je voulais resituer un petit peu les choses. Donc, ce qu'on retrouve dans cette architecture, c'est différents objets, notamment les inventaires, qui représentent les serveurs les managed hosts que vous gérez via Ansible, donc qui sont donc généralement dans le monde Linux ou dans le monde Windows. Et vous avez donc cette collection de modules qui est présente sur votre moteur d'automatisation. Donc, ça, au sein de votre entreprise, ça va vous permettre de configurer un ensemble de serveurs donc à petite ou à grande échelle et également des équipements réseau. Vous pouvez également maintenant configurer vos équipements réseau à travers Ansible. Donc, déployer des configurations VLAN, des configurations niveau 2, niveau 3 sur vos switches ou des liens intersites, ce genre de choses. Vous pouvez également déployer ce genre de configuration à travers Ansible.
Euh, et donc, pour cela, vous écrivez des playbooks. Donc là, vous avez un petit exemple de syntaxe. Un playbook qui est un langage simple d'automatisation dans le sens où il est parfaitement lisible, compréhensible d'un maximum de personnes. Dans un SI avec différents profils, c'est un langage qui peut facilement se partager. Donc, c'est quelque chose aussi de très intéressant, contrairement au script Shell ou script Python, justement, qui demandent beaucoup plus de connaissances et de compétences en matière de scripting. Donc, du coup, l'écosystème qui tourne autour d'Ansible est composé de la plupart des briques qui composent votre infrastructure. Donc, il y a différents modules de développer qui sont mis à disposition soit par l'éditeur Red Hat, ce que vous avez initialement quand vous installez Ansible la première fois, ou alors vous avez aussi la possibilité d'aller chercher des modules chez d'autres éditeurs. Donc, dans le monde de l'infrastructure, pour en citer quelques-uns, vous voyez que vous avez Red Hat, VMware, Windows. Dans le monde du réseau, vous retrouvez Juniper, F5, Cisco. Dans les outils DevOps, vous avez des modules pour configurer Splunk, CyberArk aussi. Dans le monde cloud, vous avez aussi énormément de modules pour aller piloter votre console AWS, pour aller piloter votre cloud Azure, ce genre de choses. Donc, beaucoup de code est déjà livré au moment de l'installation du moteur de l'Ansible Engine que vous irez chercher chez Red Hat ou en version open source aussi. Mais également beaucoup d'éditeurs qui vous mettent à disposition du code, du Python, d'autres modules qui vont vous permettre peut-être de répondre à d'autres use cases qui vous intéressent. Maintenant, revenons sur Tower. Alors, ce que je n'ai pas précisé, c'est que Ansible est un outil principalement utilisé en ligne de commande. Justement, Ansible Tower, qui est un outil qui est basé sur Ansible, va vous permettre aussi de répondre aux mêmes use cases, mais cette fois-ci avec pas mal de choses en plus. La première, c'est une interface simple, donc web, qui va vous permettre cette fois-ci de déclencher toutes vos opérations de déploiement, de config management, de provisioning, etc. Plus facilement. En tout cas, ça répondra à quel que soit le profil, plus exploitant ou admin système, il pourra passer par une interface web, tandis qu'avec Ansible pur, tout se passera en ligne de commande. Ça va aussi lui permettre, grâce à des dashboards, de monitorer l'état de son infrastructure, donc des managed hosts. Est-ce que les déploiements, les derniers déploiements se sont correctement passés? Enfin, quand je parle de déploiement, je parle plutôt d'exécution de playbook. C'est plutôt de ça dont on parle. Est-ce qu'ils se sont bien passés? Est-ce qu'il y a des erreurs? Grâce à cette interface web, vous avez cette visibilité en plus que vous n'avez pas avec Ansible de base. Vous avez aussi un gros avantage qui est la possibilité de définir simplement des rôles à vos utilisateurs de Tower. En gros, les rôles, ça va être la permission soit de lire un inventaire, par exemple, qui contient des serveurs, soit d'exécuter un playbook. Différents rôles, c'est une manière aussi très très simple de fonctionner. Donc ça permet d'implémenter très très vite Tower dans une infrastructure. Si vous faites déjà de l'Ansible et que justement ce qui vous manque c'est la gestion des permissions, c'est-à-dire qui a le droit d'exécuter un playbook sur quel serveur, grâce à Tower vous pouvez l'implémenter très rapidement. Vous pouvez également fonctionner en mode multitenant complet et avoir plusieurs organisations de définies dans cette interface Tower qui va vous permettre de réaliser vraiment une segmentation assez forte entre les différents managed hosts, donc vos inventaires, et aussi du coup tous les playbooks qui a le droit de les exécuter. D'autres choses en plus qui viennent s'ajouter, qui ne sont pas disponibles sur Ansible. Donc vous avez un REST API complet délivré par Tower, qui est très très complet, qui va vous permettre d'intégrer Tower dans une autre solution, peut-être de provisioning ou un portail cloud que vous auriez peut-être déjà implémenté. Donc, si vous avez déjà un portail cloud qui réalise le provisioning de vos machines et que vous souhaitez avoir en plus un outil de conf management ou de déploiement d'applications, grâce au REST API, vous allez pouvoir implémenter Tower dans votre portail cloud. Donc ça, c'est un gros plus. Et vous avez aussi la gestion des credentials qui justement va faire l'objet de la démo du jour où je vais justement vous expliquer un petit peu plus en détail cette partie-là. Contrairement à Ansible, Tower, vous allez pouvoir plutôt déléguer la gestion de vos credentials à Tower. Ça veut dire les mots de passe de connexion à vos serveurs
soit des connexions Linux à vos serveurs Linux ou Windows, tous les mots de passe, vous allez pouvoir les stocker dans la base de données Tower de manière chiffrée. Donc, vous allez pouvoir déléguer cette tâche à Tower, alors qu'avec Ansible, vous n'avez pas cette fonctionnalité. C'est à vous de justement soit faire un échange de clés SSH, soit de gérer vos mots de passe, les saisir au moment où vous exécutez des playbooks. Et un autre plus aussi, c'est un ordonnanceur natif dans Tower qui va vous permettre justement de scheduler l'exécution de certains jobs, enfin certains playbooks à un moment donné, à un moment précis. Donc on retrouve ici tous les use cases auxquels répond Ansible et du coup Ansible Tower. Donc vous pouvez faire du provisionnement, donc de créer des VM from scratch. Vous pouvez faire du conf management, vous assurer que tous les serveurs, que tous vos serveurs sont correctement configurés. En termes de, quand je parle de configuration à tous les niveaux, que ce soit sur la conf des utilisateurs, la configuration au réseau, la configuration en termes de sécurité aussi. Du déploiement d'applications complet que vous pouvez faire avec Ansible et donc avec Tower également. Sachant que Tower en plus apporte même une console qui vous permet de gérer des workflows d'exécution de playbook. Donc ça, c'est aussi un gros plus dans le use case déploiement d'applications. La distribution continue avec le langage playbook assez puissant. Vous allez pouvoir optimiser vos plages de maintenance, optimiser vos déploiements, optimiser vos mises à jour grâce au playbook. Et également, sécurité, conformité, vous allez pouvoir faire du security compliance, faire de l'audit également, toujours en écrivant du playbook et en les exécutant à partir de Tower. Donc ça, c'est les use cases. Peut-être que certains d'entre vous les ont déjà implémentés avec Ansible, que vous allez pouvoir suivre depuis Tower avec du coup les outils en plus, donc l'interface web notamment. Donc, on arrive aux démos. Alors, aujourd'hui, on a décidé de parler de différentes choses. La première, c'est passer un peu de temps sur les credentials. C'est souvent une question qui nous est posée. Finalement, la partie credential qui, chez certains, nos clients, était un peu obscure. C'est vrai, il fallait un petit peu rajouter un peu de détails. Donc, pour cela, on a préparé une petite démo avec un serveur Tower qui tourne sur notre infrastructure RHV avec 3 autres machines virtuelles qui, eux, sont des managed hosts, 2 machines Red Hat, une machine Windows. Et également, sur notre infrastructure chez AWS, on a provisionné 3 VM, 2 machines Red Hat et une machine Ubuntu. Donc, pour les utilisateurs d'AWS, vous devez savoir que pour se connecter à des instances AWS, vous allez utiliser une clé privée que vous récupérez sur votre compte. Et vous allez passer chez Red Hat, pour vous connecter sur une VM Red Hat par un utilisateur qui s'appelle EC2User et sur les VM Ubuntu par un utilisateur Ubuntu. Ça, c'est les configurations en général standards qui ne sont pas systématiques, mais qui sont en général celles déployées. Tandis que là, sur notre configuration on-premise, on a donc 2 VM Red Hat qui, elles, permettent on va pouvoir se connecter root directement avec un password. Voilà. Et aussi une machine Windows, pareil, on va pouvoir se connecter avec un password. Donc, l'idée, ça va être d'implémenter dans Tower toute cette partie authentification et de voir un petit peu ensemble qu'est-ce que ça représente, la complexité ou au contraire la simplicité de ce que ça représente. Donc, la première chose, sur l'interface Tower, on va regarder, donc l'inventaire est déjà prêt. On va créer les credentials ensemble. Donc là, on est justement connecté sur cette fameuse interface web. Donc, cette interface simple, très simplifiée, où vous retrouvez rapidement les menus. La page d'accueil, c'est donc un dashboard qui vous montre les dernières exécutions de jobs. La courbe en rouge, ce sont les jobs en échec. La courbe en verte, ce sont les jobs qui ont réussi. Un job sur Tower, c'est l'exécution d'un playbook. Donc, dans mes inventaires, j'ai créé un inventaire qui s'appelle EC2 Static Inventory avec dedans différents serveurs. C'est ceux que vous voyez sur le schéma tout à l'heure. Donc, ces serveurs sont organisés dans différents groupes. Ça, c'est les mêmes notions d'inventaire que vous avez sur Ansible. Donc, par exemple, si je reprends cette slide-là, vous allez retrouver les serveurs WebProd2, DBProd2, WinDev 01 dans un groupe qui s'appelle justement RHV. Donc, c'est ce qui apparaît ici en bleu là. DBProd2,
WebProd 2 et WinDev 01 pour justement bien spécifier que ces machines tournent sur notre infrastructure on-premise qui est à base de RHV. Inversement, les autres serveurs, DBprod 1, WebDev 1 et WebProd 1 tournent sur AWS. Du coup, on les a ajoutés dans un groupe AWS. Ça va nous permettre après d'exécuter nos playbooks en passant par les groupes. Donc ça, c'est les mêmes notions qu'il y a sur Ansible, rien de nouveau. Petite chose quand même à noter, on a donc un groupe Windows qui est ici. Et ce groupe Windows possède des variables Ansible. Donc, c'est aussi des notions qui ne sont pas nouvelles, qui ne sont pas propres à Tower. Hein. C'est des choses que vous avez déjà dans Ansible. Donc, dans les variables, ce qui a été positionné, c'est la méthode d'authentification au serveur. Vu que c'est un serveur Windows, il faut spécifier qu'on s'y connecte via le protocole WinRM. Donc là, c'est sur le port HTTP avec un transport basique. Bon, ça peut être différentes configurations, mais à minima, il faut au moins définir ça pour se connecter correctement au serveur Windows. Donc, on reprend la checklist. Donc, la première chose, c'est qu'on va définir ces fameux credentials, parce que là, pour le moment, on a simplement des machines, on n'a pas de credentials. Donc, on va les créer ensemble. Donc, pour cela, on va dans le menu credential et le petit bouton vert pour en créer un nouveau. Donc, le premier, ça va être le credential EC2User, hein, vous pouvez le nommer comme vous voulez. Moi, je le nomme le nom de l'utilisateur. C'est un credential de type machine. Concrètement, ça veut dire que c'est un credential que vous allez pouvoir utiliser quand vous allez exécuter un playbook et vouloir vous connecter à une machine de votre inventaire. Donc, l'utilisateur, donc là, il ne faut pas se tromper, c'est EC2User. Et donc la clé privée qui est quelque part par là. Non, ça n'a pas marché. Voilà, donc la clé privée. Tout simplement, c'est l'association d'un nom d'utilisateur avec une clé privée qui va me permettre de me connecter au serveur en passant donc par EC2User. De la même manière, je vais créer l'utilisateur Ubuntu. Ça, ce sera pour me connecter sur la VM Ubuntu qui tourne sur AWS. Donc, de la même manière, c'est son username Ubuntu cette fois-ci. Et la clé privée. Voilà. Donc, aussi simplement, là, concrètement, on vient de définir deux credentials. Ils sont enregistrés dans la base de données Tower, qui est du Postgre, et ils sont stockés de manière chiffrée. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que là, je suis connecté en tant qu'admin sur Tower. Si je retourne sur la définition des credentials, par exemple ici EC2User, je ne peux pas visualiser la clé privée ou le mot de passe que j'ai renseigné. Seul Tower va pouvoir aller lire l'information au moment où vous allez lui demander d'exécuter un playbook en utilisant ce credential. Donc, vous avez en tant qu'admin la possibilité de le remplacer. Donc là, ça ne nous intéresse pas, mais vous ne pourrez pas récupérer l'information. Donc, voilà en quoi Tower va vous permettre de gérer de manière sécurisée vos informations d'identification, d'authentification à vos serveurs. Donc, je vais ensuite rajouter le compte route pour nos machines on-premise, donc pour se connecter à nos deux machines Linux qui tournent sur RHV. Alors voilà. Donc lui, c'est par mot de passe, hein, ce n'est pas une clé privée. Et ensuite, le compte pour se connecter à administrateur pour la fin. Donc administrateur, c'est pareil, c'est un mot de passe. Donc c'est ce type machine. On pourrait revoir lors d'un prochain WebSem les différents types de credentials, parce que c'est vrai qu'il n'y a pas que le credential machine. Aujourd'hui, c'est celui-ci qui nous intéresse. Username administrator et le mot de passe, c'est pareil. Je crois l'avoir par là. Très bien. Donc là, dans le menu credential, je me retrouve avec 4 nouveaux credentials de type machine qui vont me permettre de me connecter à toutes les VM. Je vous rappelle, je vous remontre la planche. Donc à toutes les machines, donc les 3 oranges qui sont ici, là, dans l'infrastructure AWS, plus les 3 rouges qui sont tout à droite dans notre infrastructure RHV. Donc, mettons de côté 5 minutes le serveur Windows, intéressons-nous au serveur Linux. Donc, vous avez pu le noter, on a 5 serveurs Linux, une Ubuntu, 4 RHEL, et on a 3 méthodes d'authentification différentes. Donc ça, pour uniformiser, ce qu'on choisit de faire, là, ça va être de créer un utilisateur spécifique qui existera sur toutes les machines Linux. Ça permettra quoi? Ça permettra d'avoir un credential unique
pour se connecter à tous vos serveurs Linux. Et donc ça peut représenter un avantage pour vous. Donc pour ça, on va se baser sur justement, on va faire ça via Ansible en écrivant un playbook qui va faire toutes ces actions-là. Donc on vous communiquera l'URL du GitHub sur lequel vous retrouverez ces playbooks à la fin du websem si ça vous intéresse. Donc là, concrètement, on a déjà défini un template ici avec celui-ci, configure as managed host, qui va justement exécuter un playbook qui est disponible justement sur mon GitHub, on vous partagera l'adresse après. Donc sur l'inventaire EC2 Static Inventory, donc c'est l'inventaire que vous avez vu, sur un groupe qui s'appelle Linux, que je ne vous ai pas montré, mais le groupe Linux, finalement, c'est tout simplement l'association des groupes RHEL et Ubuntu. Et les groupes RHEL et Ubuntu, ça vous l'avez peut-être remarqué, mais ce sont justement, donc dans le groupe RHEL, vous trouvez les 4 serveurs RHEL, tout simplement. Et dans le groupe Ubuntu, vous avez un serveur qui s'appelle WebDev01. Voilà. Donc ce template-là, en l'exécutant, il va donc utiliser le playbook qui va configurer tous nos serveurs pour justement créer un username unique que vous pourrez ensuite, enfin plutôt un credential unique que vous pourrez ensuite utiliser pour exécuter un playbook sur tous vos serveurs Linux. Alors le problème, c'est que là, on est obligé de l'exécuter 3 fois. Donc on est obligé de l'exécuter 3 fois, ce playbook, parce qu'on a 3 credentials différents. Donc ça, au début, on est obligé de faire ça. Une fois qu'on aura fait ça, on pourra exécuter n'importe quel playbook qu'on configurera, et c'est l'objet de la démo suivante, en utilisant ce fameux nouveau credential. Donc on va commencer de haut en bas. Donc ça veut dire, par exemple, sur les machines qui sont sur notre infrastructure RHV, donc en utilisant le credential root, Linux. Donc le groupe, ça va être c'est de la RHEL et ça tourne sur RHV. Donc ça, c'est de la syntaxe Ansible pour gérer les inventaires, le host matching. Et on a le choix du nom d'utilisateur qu'on souhaite créer. Donc on va l'appeler Ansible, par exemple. On va créer un utilisateur Ansible sur toutes nos machines. Donc les exécutions sur les 2 premiers serveurs. Et là, c'est du playbook. Donc, justement, ça permet de voir la console Tower quand vous exécutez un playbook. Vous retrouvez le même type de sortie que vous aviez l'habitude d'avoir sur Ansible. Donc là, on vient de créer un utilisateur Ansible. Le playbook fait différentes actions. Je ne vous ai pas montré dans le détail. Concrètement, il va aller créer l'utilisateur. Il va aller s'assurer que le répertoire .ssh existe. Il va aller déployer une clé publique SSH. Et il va aussi configurer sudo pour que votre utilisateur Ansible puisse passer route sans password. Donc, on va réexécuter ce playbook 2 fois, enfin ce job. Configure, voilà. Cette fois-ci, on est prompté. Donc là, si je reprends la planche, l'étape 2, ça va être les machines RHEL qui tournent sur AWS. Donc le credential qu'on utilise cette fois-ci, c'est EC2User. Le groupe, ça devient, donc c'est de la RHEL et ça tourne sur AWS. Donc on se base sur les groupes qui sont définis dans l'inventaire. Et l'utilisateur, là, cette fois-ci, c'est le même, évidemment. Donc, c'est Ansible. On ne se trompe pas. Alors, je précise que via l'API, vous avez la possibilité, évidemment, d'automatiser tout ce qu'on est en train de faire pour ne pas avoir forcément à passer par l'interface. Donc, vous pouvez aussi automatiser via l'API, via aussi un outil qui s'appelle TowerCli, qui vous permet de faire tout ça plusieurs fois sans à chaque fois passer par l'interface. Dans certains cas, ça peut être plus intéressant. Donc voilà, l'utilisateur Ansible est créé, déployé sur nos machines RHEL qui tournent sur AWS. On exécute à nouveau le playbook. Et cette fois-ci sur la machine Ubuntu. Donc ça devient Ubuntu. Bon, je peux aussi l'ajouter, ça ne sert pas à grand-chose, mais de spécifier que ça tourne sur du AWS plutôt. Ansible. Donc ça tourne. Je reviens sur mon job précédent. Ok, très bien.
Donc là, le dernier job, je vous le remontre. Voilà, il est terminé. Donc cette fois-ci, avec une seule machine d'impliquer, c'était WebDev 01, c'était notre serveur Ubuntu. Très bien, c'est configuré. Donc là, après avoir fait ça, on va pouvoir exécuter un playbook simple. Donc j'arrive à la troisième démo. Démo numéro 3, l'idée, ça va être d'exécuter maintenant un playbook en utilisant ce fameux credential, et cette fois-ci, du coup, en une fois sur nos 5 machines Linux. Alors avant ça, vous pouvez aussi, pour valider que tout a bien fonctionné, vous avez la possibilité de lancer des commandes simples aussi via Tower. Donc c'est l'occasion justement de vous montrer ça, ou ce qu'on appelle aussi les commandes ad hoc dans le monde Ansible. Donc vous, au niveau de votre inventaire, tout simplement, vous choisissez un serveur ou un groupe. Donc là, ça va être le groupe Linux, par exemple. Et vous allez, par exemple, utiliser la commande ping qui vous permet de bien valider la connexion, la communication avec le serveur. Donc, le nouveau credential, alors là, évidemment, il faut le créer. Donc, justement, ça permet… Alors, une petite étape au préalable qu'il faut faire, évidemment, on vient de créer un nouveau credential avec une clé privée ou également. Donc, autant pour moi, il faut déjà le créer. Donc, il s'appelle Ansible et sa clé privée… Ok. Ah, voilà. Donc là, on crée encore un nouveau credential. Donc c'est ce fameux credential unique avec lequel on peut connecter à toutes les machines Linux. Donc le voilà. Donc je retourne dans l'inventaire et je vais exécuter une commande ad hoc sur toutes les machines du groupe Linux. Donc les 4 RHEL, les 4 Red Hat plus la VM Ubuntu. Ansible, c'est le nom du credential. Le module ping, donc, comme je disais, qui permet de faire un test de connexion avec le serveur tout simplement. Donc, je rappelle que le module ping, ce n'est pas un ping au sens ICMP, hein, c'est vraiment un module Python qui va aller se connecter à la machine et qui va aller vraiment se connecter pour le coup. Donc, cette fois-ci en SSH avec le credential qu'on a dû préciser. Donc là, on voit que ça fonctionne bien. Donc, a priori, l'utilisateur Ansible est bien disponible sur toutes nos machines. On va pouvoir l'utiliser maintenant pour exécuter un playbook. Donc, la troisième démo, c'est celle-ci. On se base sur un playbook qu'on a vu dans le web séminaire de l'année dernière, du mois d'octobre, concernant Tower, justement. Donc, on passait par un module, on avait développé un petit playbook pour faire du hardening qui allait modifier un fichier de sécurité. Donc, ce playbook, on va l'exécuter dans les mêmes conditions, mais avec ce nouveau credential. Donc, dans Templates, le playbook, le job s'appelle Hardening Linux. Donc, on l'exécute, tout simplement. Donc, de la même manière, là, il nous prompte pour cette fois-ci pour le credential. Hein. Ça peut être renseigné déjà de base. Mais pour la démo, j'ai préféré qu'on le faire de manière promptée. Donc, Ansible. Et là, on a cette question. Étant donné que ce playbook, il a pour but surtout de modifier la valeur d'un paramètre dans le fichier pwquality.conf, justement, on a la possibilité, en mode interactif, de choisir la valeur. Donc, par exemple, là, c'est le nombre de caractères minimum que vous souhaitez qu'un utilisateur choisisse au moment où il set son mot de passe. Donc, le nombre de caractères minimum pour le mot de passe de l'utilisateur, exactement. Donc là, par exemple, si je souhaite que mes utilisateurs aient un mot de passe sur 12 caractères, obligatoirement. Donc voilà. Donc on exécute le playbook. Et là, on s'attend à ce qu'il exécute donc, sur les 5 serveurs Linux ce playbook et que, on l'espère, tout se passe bien. Donc il récupère les facts. Voilà, on voit qu'il a fait un changement. Il est allé modifier le mot de passe, tout simplement. Enfin, pas le mot de passe, pardon, mais le fichier de sécurité sur la longueur du mot de passe. Donc, vous avez aussi ce genre de détails. Hein. Vous n'êtes pas obligé d'utiliser le mode verbeux sur Tower. Vous pouvez, par défaut, récupérer déjà pas mal de niveaux pour être en mode debug, ce qui est assez pratique. Donc là, c'est concluant. Le credential est opérationnel. Mes serveurs Linux peuvent être configurés. Donc là, on est parti sur un playbook assez simple, évidemment. Mais vous pouvez maintenant exécuter les playbooks que vous souhaitez sur tous vos serveurs en utilisant ce credential.
Donc ça, c'était pour la partie Linux. Et sur la partie Windows, dernière démo, l'idée, c'est la même. On a défini un credential, on va y revenir, pour se connecter à notre machine Windows. Donc là, on n'en a qu'une seule, WinDev 01. On a créé un credential qui s'appelle administrator, qui est ici. Donc on va utiliser ce credential pour exécuter un playbook simple qui va aller installer un paquet. Donc, je reviens là-dessus. Alors, ouais, juste pour info, du coup, le module qu'on va utiliser dans le playbook, ça s'appelle WinPackage. Les modules qu'on utilise dans le monde Linux sont en général bien souvent différents de ceux que vous utiliserez dans le monde Windows. Donc, c'est pour ça qu'on n'utilise pas un module qui s'appelle Package, Yum, par exemple, ce qu'on utilise dans le monde Red Hat. Alors, dans mes templates, j'ai normalement, voilà. Donc, j'ai ce template. Donc, il me manque à renseigner le credential administrator qu'on a créé ensemble tout à l'heure. Voilà. Donc, j'ai aussi celui-ci. Parce que du coup, on a deux jobs. On en a un qui va faire l'installation du paquet, l'autre qui fera la suppression. Donc, je positionne bien le nouveau credential sur chacun de ces job templates. Donc, au niveau de mes templates, voilà, je reviens ici. Windows, donc install package. Donc là, c'est un package simple, un Remote Desktop Connection Manager. Donc, de la même manière, on exécute. Voilà, donc on voit qu'il a eu fait un changement sur WinDev 01. Il est allé installer le paquet. Et par exemple, la même chose en mode suppression. Donc je rappelle que tous ces playbooks peuvent être, sont disponibles sur mon GitHub, donc qui est public, un repository public, qu'on vous transmettra l'adresse avec la présentation si vous souhaitez aller voir ce qu'il y avait dans ce code-là. Vous n'avez pas accès évidemment au serveur, mais au code qu'on a utilisé aujourd'hui. Donc voilà, c'est terminé pour les démonstrations. Ok, très bien. Donc on verra les questions à la fin. Je laisse Christophe reprendre la main pour parler de l'offre Ansible Tower. Oui, merci Erwin, désolé, hein. Ta présentation a été vraiment bien complète, hein. Je pense que ça a permis à tout le monde de voir, d'une part, l'intérêt d'Ansible, l'engine et comment on peut automatiser sur des environnements hétérogènes, Ubuntu, RHEL, Windows. On est capable quand même de déployer et d'administrer ces serveurs de manière centralisée avec un langage unique. Alors, on l'a moins vu, mais on le verra dans ton GitHub. C'est le YAML et comment il y a une syntaxe unifiée qui va permettre d'administrer ces différents environnements. Mais en plus, tu nous as permis de voir comment Ansible Tower nous apporte une surcouche et vraiment un outil beaucoup plus haut niveau qui, aussi bien pour les DSI, permettent de voir ou de monitorer ce qui se passe sur l'ensemble d'une infrastructure, mais aussi bien pour les exploitants au quotidien, de voir comment les tâches et les actions qu'ils demandent de réaliser sur leur environnement vont pouvoir s'orchestrer et se réaliser de manière positive ou négative. Parce que grâce à Ansible Tower, on peut avoir une vue aussi unifiée des actions qu'on réalise sur tout ou partie de notre parc. Et en ça, ta démo était vraiment assez parlante. Donc, merci beaucoup. Là, moi, ce que je veux juste vous présenter, c'est aussi comment Ansible, c'est plein de choses. C'est à la fois Ansible, l'outil communautaire que certains d'entre vous, peut-être même une grande partie, utilisent déjà, mais c'est aussi une offre chez Red Hat commerciale qui permet d'avoir du support, des modules, un cycle de vie garanti et un certain nombre de services qui sont apportés par l'éditeur et qu'on n'a pas forcément dans le monde communautaire. Alors, je vais vous présenter juste deux, trois slides qui permettent de voir déjà l'architecture de l'offre chez Red Hat, parce qu'on parle bien de deux outils différents. On parle de Ansible Engine,
qui est l'outil Ansible, la ligne de commande Ansible et Ansible-playbook qui vont vous permettre d'exécuter des instructions. Mais on parle également de l'outil Ansible Tower qui, lui, va nous apporter une console, une base de données, des credentials qui sont sécurisés, comme l'a montré d'ailleurs Erwin dans sa présentation, mais aussi tout un ensemble d'outils, le airbag et ce genre de choses qui ne sont disponibles ou qui vont être apportés que par la partie Tower. Quand on utilise et quand on a Ansible communautaire, ou quand on utilise Ansible Engine, on a la ligne de commande. On a la possibilité d'exécuter à la main un certain nombre d'instructions. Quand on a besoin de gérer un parc ou un ensemble de machines hétérogènes et importants, on va très vite avoir besoin d'un outil beaucoup plus haut niveau pour nous permettre de gérer beaucoup plus facilement et de manière centralisée tous les accès à ces machines qui sont assez sensibles et qui vont permettre de réaliser des actions, on l'a vu, importantes. D'ailleurs, dans la démo d'Erwin, on avait la possibilité de modifier la qualité de credentials demandées sur l'accès à une machine. Donc, on voit que c'est quelque chose qui est quand même assez central en termes de sécurité. Donc, deux outils qui sont importants à garder en tête, c'est Tower, un outil de haut niveau qui offre une API, qui offre de l'abstraction et qui offre une console d'administration centralisée, et puis Ansible Engine, qui est l'outil permettant d'exécuter et d'orchestrer l'administration de manière centralisée de votre infrastructure. Et quand on regarde chez Red Hat la composition de cette offre, elle se retrouve également dans ces deux produits où on va avoir la possibilité d'acquérir des souscriptions pour la partie Tower. Et là, on aura du support et un cycle de vie certifié par Red Hat sur le produit Tower, nous permettant encore une fois d'administrer et d'avoir un certain nombre de fonctionnalités qui sont stables sur une période. Alors, les cycles de Ansible sont un peu plus courts que les cycles de RHEL, pour ceux qui connaissent le life cycle des produits Red Hat. Mais on va être sur une période où pendant 5 ans, on va avoir du support sur l'outil principal sans évolution majeure et avec la possibilité de capitaliser sur les playbooks. Et on a également l'offre Ansible Engine qui, là, chez Red Hat, va nous permettre d'avoir non seulement du support de la part de l'éditeur sur le fonctionnement de l'outil et du moteur, mais également des modules qui sont supportés spécifiquement avec les partenaires et avec les éditeurs, voilà, sur ce que fournit l'éditeur. Voilà, et dernière chose, donc chez Red Hat, vous avez une offre globale sur à la fois Tower et Engine, donc le moteur et puis l'orchestrateur ou l'outil, le front-end, qui permet d'avoir un support sur l'ensemble de la stack. Aussi bien les modules, le fonctionnement de l'engine et également la partie Tower avec un cycle de vie qui est supporté sur l'ensemble des releases qui seront fournis par Red Hat. Dernière partie, la partie formation, où maintenant le cursus chez Red Hat sur la partie Ansible est assez étoffé. Autant peut-être certains d'entre vous ont, il y a un an et demi, suivi les formations et on avait un catalogue qui était beaucoup plus réduit. Maintenant, on a la possibilité vraiment d'évoluer et d'apprendre comment fonctionne et comment utiliser Ansible au quotidien avec un cursus qui est complet. Et d'une part, on a le cursus DO407 qui va vraiment vous permettre de comprendre comment fonctionne Engine, mais on va également avoir la DO409 ou DO410 qui vous permettent d'apprendre comment fonctionne Engine et la partie Tower, qui est vraiment une composante essentielle on va dire des DSI qui ont pour vocation de se transformer et de passer sur l'ère digitale. Et puis, on a également des nouveaux cursus qui ont été mis en place, notamment la DO457 spécifique sur le network, puisqu'il faut savoir qu'Ansible est capable de dialoguer avec des outils de type Cisco, BigEP, etc., et d'apporter des modules qui sont spécifiques à ces composants et qui vont être capables non seulement d'administrer votre infrastructure, comme l'a montré encore une fois Erwin, mais également de déclarer ou d'influencer les règles de vos firewalls ou de vos backends de réseau. Donc ça, c'est inclus dans la DO457
et ça va vous permettre d'apprendre comment aller plus loin avec l'outil Ansible que simplement gérer des infrastructures de système, mais également gérer des infrastructures réseau. Bon, vous aurez une slide et Milena va vous faire parvenir, pour ceux qui le souhaitent, la présentation qu'on a faite aujourd'hui. Mais vous aurez également les dates des prochaines formations sur les différents cursus. Si vous êtes intéressé ou s'il y a une formation et une date qui correspond à votre planning, n'hésitez pas à nous en faire part et on saura à ce moment-là vous proposer une inscription sur les prochaines sessions. Je vous remercie beaucoup. Merci à tous d'avoir été là. On réorganise un WebSem prochainement, dans 2 semaines, le 8 février, a priori à la même heure. Toujours autour de Tower, la version 3.4 cette fois-ci, qui est sortie il y a quelques semaines, il y a 2 semaines, et des nouvelles démos. Voilà, à très bientôt et passez tous un bon week-end. Au revoir. Merci, au revoir.